Dispersion de la lumière par un prisme. Tout d'abord, ce que ça veut dire un prisme. Donc un prisme, c'est un milieu transparent, limité par deux faces planes qui se coupent en une ligne droite appelée arête du prisme. Alors voilà, j'ai pris un schéma en perspective d'un prisme. Voilà les deux faces, l'une est cette face, l'autre elle est dans le plan arrière du tableau. Okay. On schématise le prisme en optique par ce triangle. Okay. Cet angle A est appelé angle du prisme. Alors donc on fait l'expérience de la dispersion de la lumière. On fait projeter sur un prisme un faisceau de lumière blanche, un faisceau mince. Okay. Alors on voit que ce faisceau donc, subit la première diffraction lors du passage de l'air, parce que le prisme se trouve dans l'air, okay, dans le milieu qui forme le prisme. Donc en général c'est du verre ou bien du plexiglas. Puis en ce point-là il subit une deuxième réfraction. Et là, on voit qu'on obtient sur un écran une tache colorée, okay, de différentes couleurs. Et ces couleurs sont arrangées de telle sorte qu'on a le rouge qui est en haut, puis l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Le faisceau, la lumière blanche, d'après cette expérience, c'est une lumière polychromatique. Ça veut dire qu'elle est la composition de toutes les ondes lumineuses monochromatiques visibles par l'œil de l'homme, l'œil nu. Et le prisme, il décompose cette lumière polychromatique en lumière monochromatique qu'on voit sur l'écran. Et parmi ces lumières monochromatiques, on voit que le rouge est le moins dévié. Tandis que le violet, okay, c'est le rayon qui est à l'extrémité basse de la tache colorée. Le violet, c'est le plus dévié. Et cette tache est appelée spectre de la lumière blanche. Alors c'est ça la dispersion de la lumière. Okay. Alors pour interpréter cette expérience, on va faire une autre expérience, okay, en utilisant, au lieu d'un faisceau lumineux blanc, on va utiliser un faisceau lumineux monochromatique. Comme conclusion, le prisme décompose la lumière blanche, qui est une lumière polychromatique, en lumière monochromatique. Alors on se demande pourquoi, à la traversée du prisme, ce faisceau lumineux, donc les ondes monochromatiques qui forment ce faisceau ont subi des déviations différentes. Le rouge est le moins dévié, tandis que le violet est le plus dévié. Donc on va comprendre ça à partir du petit paragraphe suivant. Bon, petit 2, influence de la couleur de la lumière sur l'indice de réfraction. Alors n égale à la vitesse de propagation de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de propagation dans un milieu matériel. Ici le milieu matériel c'est le verre, okay, on a l'air, et approximativement on prend l'indice de réfraction de l'air égal à l'indice de réfraction du vide. Et l'indice de réfraction du vide c'est 1. Bon, donc cette paragraphe va nous permettre de comprendre ou bien d'interpréter pourquoi les différentes radiations monochromatiques, lorsqu'ils passent par le prisme, ils ne subissent pas la même déviation. Alors là, on va prendre un prisme sur lequel on projette un rayon incident monochromatique provenant d'un laser. Okay. Si on ne dispose pas de laser, on pourra utiliser une lumière blanche
Ok, donc une lampe qui émet une lumière blanche, et cette lumière, on va la laisser passer par un diaphragme. Ok, un diaphragme de largeur un petit grande pour qu'on n'aura pas la diffraction. Et on met devant ce rayon, après qu'il traverse un diaphragme, un filtre appelé filtre fréquentiel, un filtre. Alors, si on veut obtenir une lumière rouge, on utilise un filtre fréquentiel rouge. Alors, lorsque la lumière blanche passe à travers ce filtre, il va absorber toutes les lumières monochromatiques, sauf la lumière rouge qu'il la laisse passer. Okay. Si on veut une autre couleur, donc on choisit le filtre de cette couleur. Donc il va absorber toutes les couleurs et ne laisse uniquement la couleur qu'on veut obtenir. Donc lorsque le rayon incident arrive sur une des faces du prisme, au point I, il va subir la première réfraction. Conformément aux lois de Descartes, donc on a N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Alors moi, je vais appeler l'angle de réfraction ici R1. Okay? Et pour l'indice N1, c'est l'indice de l'air, donc c'est égal à 1. On va le nommer. Ici, on a l'indice de réfraction du verre, donc c'est N. Voilà. Alors, d'après cette loi, on obtient R1, il doit être inférieur à I1, parce que N du verre, donc égal à 1,55, il est supérieur à l'indice de réfraction de l'air qui est égal à 1. Alors, à la sortie, voilà, donc lorsque la lumière passe de l'air vers le verre, l'angle de réfraction va être plus petit que I1. Donc là, je vais continuer le chemin du rayon incident. Donc il sera un rayon réfracté, donc l'angle sera inférieur. Ok, voilà la direction initiale. Donc je vais incliner vers le bas. Ça veut dire que notre rayon va être incliné ou bien va être dévié de plus à la normale. Là, c'est la normale. Ok. Donc voilà. Alors là, j'ai l'angle qu'on va noter par R1. L'angle R1. Donc lorsque ce rayon arrive à l'autre face, il va subir une autre réfraction, ça veut dire la double réfraction, selon toujours la loi de Descartes. Donc, pour représenter le rayon émergent du prisme, je dois tout d'abord tracer la normale. Voilà, donc la normale. Alors, le deuxième rayon, cet angle sera l'angle d'incidence. Deuxième angle d'incidence que je vais noter par R2. R2. Et à la sortie du prisme, l'angle de deuxième réfraction sera supérieur à R2 d'après la loi de Descartes. Okay? Parce qu'on aura ici sinus R2, voilà. Là, on aura l'angle d'émergence du prisme que je vais noter par 2. Okay? Et puisque n est supérieur à 1, alors I2 sera supérieur à R2. Okay? Donc voilà la direction initiale. Donc je dois dévier vers le bas pour avoir un angle supérieur. Voilà par exemple. Okay? Donc je vais utiliser le rouge. Alors j'ai fait ce schéma avec vous pour que vous compreniez bien le chemin suivi par le rayon incident. Donc c'est le rayon émergent, ça veut dire sortant du prisme, et cet angle, je vais le nommer par I2. Alors là, on va considérer un angle qu'on appelle angle de déviation. Ça veut dire c'est l'angle d'émergence
ou bien l'angle que fait le rayon émergent du prisme avec le rayon incident. Okay? Donc je vais prolonger ces deux rayons, le rayon incident, et aussi je prolonge le rayon émergent du prisme, ce rayon-là. Voilà, je l'ai prolongé. Et voilà l'angle qu'on va considérer, c'est cet angle, qu'on va noter par D. Ok? Appelé angle de déviation. Alors D est l'angle que fait la direction du rayon incident et la direction du rayon émergent. Ça veut dire sortant du prisme. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de trouver une relation entre l'angle D, l'angle A, l'angle I1 et l'angle I2. Et à partir de cette relation, on va comprendre pourquoi l'angle de déviation dépend de la lumière monochromatique. Alors là, je vais noter ces points. Ce point-là, c'est I, donc c'est la rencontre du rayon émergent et le rayon incident. Ce point, je vais l'appeler par exemple J. Et on va commencer par ceci, ok? Alors, ces deux angles ici, on va les utiliser comme intermédiaires. Je vais appeler cet angle D1 et cet angle D2. Ok? Bon. Dans un premier temps, on a l'angle D, ok, le voilà. À quoi égal? Donc l'angle D égale à pi, voilà pi, ok, moins cet angle donc que je vais noter alpha. Alors j'ai mis tous ces angles pour que vous compreniez mieux comment on trouve la relation. Ok, donc voilà l'angle alpha. Alors, je vais commencer par cette relation. On a D plus alpha égale à pi. Donc, c'est une droite, ok? Donc, l'angle d'une droite, c'est pi. Donc, pi, voilà, égale à cet angle-là, qui est alpha, plus D. Voilà, D plus alpha égale à pi. Et d'autre part, on a un triangle, et on sait tous qu'en mathématiques, vous avez vu que la somme des triangles la somme des angles d'un triangle, c'est pi. Ok? Donc, D2 plus D1 plus I égale à pi. D'accord? D2 plus D1 plus pi, D2 plus D1 plus alpha égale à pi. Voilà, je vais montrer sur la figure. Voilà D2. Voilà le triangle considéré, ce triangle-là. Ok? Voilà, pardon, ici déjà j'ai le point I, donc je peux mettre ici K. Ok? J'ai pas fait attention. Ok? Donc, alors, je vais noter ce point-là par I1 et là le point I2. Alors cette relation, on l'a obtenue à partir du triangle I1, K, I2. I1, K, I2. Et en comparant ces deux résultats, on a D plus alpha égale à pi, D2 plus D1 plus alpha égale à pi, ça prouve que donc ces deux relations nous donnent que D égale à D1 plus D2. Voilà la première relation. On va trouver autre relation. Alors si on considère ce triangle I1, I2,
J. Ok? Et cet angle, je vais le noter par θ. Donc R1 plus R2 plus θ égale à pi. Ok? Donc le triangle I1, I2, J, ok, me donne que R1 plus R2 plus θ égale à pi. Maintenant, je vais considérer, voilà, cette figure-là, J, I1, A et I2. Alors, J, I1, A et I2. Alors là, on a la perpendiculaire, ok? Donc la perpendiculaire parce que c'est la normale, ok? Ce côté-là, c'est la normale. Et ce côté-là, c'est la face du prisme, ok? Donc cet angle-là, voilà, c'est pi sur 2. Même chose pour cet angle, c'est pi sur 2. Donc ça va me donner A ok, A plus θ égale à pi. Donc pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. Donc, ce quadrigramme, soi-disant, la somme de ces angles, c'est 2pi. Ok? Alors déjà, on a ici pi. Il me reste pi entre A et θ. Ça veut dire A plus θ égale à pi. Et de là, on va trouver que A égale, ou bien R1 plus R2 égale à A. Alors voilà donc la deuxième relation. Première relation et la deuxième relation. Alors, donc, je dois avoir une autre relation pour trouver des angles de déviation. Déjà, on a ici des déviations. Bon, voyons maintenant l'angle I1. L'angle I1, en fait, ces deux angles, voilà, voilà, cet angle-là, et I1 sont opposés, donc ils sont égaux. Et cet angle, c'est quoi? C'est R1 plus D1. Ça veut dire que I1 égale à D1 plus R1. Ok? D1 plus R1 égale à I1. Même chose de ce côté-là. Voilà donc l'angle I2, voilà donc ces deux angles sont opposés. Cet angle avec l'angle I2. Et cet angle, c'est D2 plus R2. Donc D2 plus R2 égale à I2. D2 plus R2 égale à I2. Donc c'est la relation 3 et la relation 4. Donc après avoir trouvé ces quatre relations, je vais exprimer D en fonction des trois angles, à savoir l'angle A, I1 et I2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la relation 3 plus 4. Ok? Donc, 3 plus 4 va donner. Alors, D1 plus D2 plus R1 plus R2 égale à I1 plus I2. Et déjà, on a D1 plus D2, c'est D. Voilà. R1 plus R2, c'est A. Et finalement, on aura A plus D égale à I1 plus I2. Et de là, on a l'expression de D qui est égale à I1 plus I2, pardon, moins A. Voilà la relation cherchée, qui va nous permettre de comprendre, je rappelle toujours pourquoi
les ondes ou bien les lumières monochromatiques subissent différentes déviations lors du passage d'un prisme ou bien par un prisme. Donc, interprétation de la dispersion de la lumière blanche. Je commence par loi de Descartes. Alors, première réfraction. On a la loi suivante. Donc, N1 égale à 1. Donc, il me reste sinus I1 égale à N qui est l'indice de réfraction du verre ou bien du milieu du prisme fois sinus R1. Et la deuxième réfraction, la loi est la suivante. Donc, N sinus R2 égale à sinus I2. Ça veut dire que I2 dépend de N. N n'est autre que la vitesse de la lumière, comme j'ai écrit ici, sur V. Et V, c'est quoi? Par définition, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Donc ça veut dire égal à C sur lambda fois la fréquence nue de l'onde monochromatique. Donc si I2 dépend de N, ça veut dire que D en dépend aussi. Pourquoi? Parce que D, elle est exprimée en fonction de I2, c'est-à-dire de lambda, qui définit la couleur de la lumière monochromatique. Ça veut dire que toutes les lumières monochromatiques ne sortiront pas du prisme avec le même angle. Chaque lumière émerge du prisme avec un angle D. C'est pourquoi on a obtenu un spectre de lumière blanche lorsque le rayon incident était blanche. Et conclusion, le verre du prisme, puisque la vitesse de propagation dépend de la fréquence. C'est un milieu dispersif pour la lumière. Bon, c'est tout, merci pour votre attention.